Alors Christine, vous avez beaucoup étudié Jean Giono, vous avez fait 2 thèses qui portent sur le sujet, l'œuvre de Jean Giono. La première, vous aviez parlé de la Corse et vous aviez montré en quoi on pouvait trouver dans l'œuvre de Giono des échos avec la Corse que vous connaissiez. C'est ça? Ça, c'était un essai. C'est un essai. Mais la thèse, les 2 thèses portent sur Giono. La première était la première, c'était le thème de l'inceste dans les 2 cavaliers de l'orage et les récits inachevés. Voilà, c'est ça. Donc ça, cette première thèse a été soutenue à la Sorbonne sous la direction de Henri Godard. Première thèse. La deuxième thèse, qui porte sur, justement, a été soutenue avec Julia Kristeva à Denis Diderot. Et c'est une thèse qui s'appelle Le nom du père, le thème lacanien, monstre, secret et transgression. Voilà. Donc, le premier essai, bon, là, le premier essai, oui, tout à fait, c'était sur Giono et la Corse, pour montrer en fait, donc préfacé par mon cousin Jean-Guy Talamoni, donc pour montrer en fait, parce que comme je suis du village de Pietrel-du-Vert, en fait pour montrer les coïncidences, les rapprochements, les similitudes qui peuvent exister entre la Haute-Provence et la Corse, notamment ce village en question. Et ce premier essai a été coécrit avec également un ami qui habite en permanence à Pietrel-du-Vert, Marc Georges. Est-ce qu'on peut le trouver celui-là? Ah oui, tout à fait. À présent, nous avons donc le second. C'est Jean-Marie Lafont, c'est une édition aussi qu'on trouve facilement en librairie. Le second, donc il a un titre un peu long, mais déjà Giono, qu'on sache, il aime la nature, c'est la Provence, c'est ça. Et vous nous en montrez un visage différent dans ce livre-ci. C'est un Giono qui est bien obscur, qui est bien... qui a été finalement impacté lourdement par la guerre. Et donc il s'en est jamais remis. Et donc ce Giono montre... une monstration de toutes les monstruosités de l'homme, en quelque sorte, toute l'ambiguïté de l'homme. Et justement, c'est là-dessus, finalement, la double face de chacun des hommes. Et également, chaque personnage a une double face systématiquement. Notamment, il y a finalement un couple de frères. Je parle volontairement de couple de frères, parce que bien évidemment, c'est un inceste blanc. Il n'y a pas d'inceste entre les 2 frères, mais on voit bien que c'est là le Giono seconde manière, toute la sensualité entre l'aîné et le cadet, et finalement qui se solde par la mort du cadet et la mort de l'aîné qui finalement se laisse périr en haut d'une montagne, et on dit il a refusé, la vie qui a refusé d'aller plus loin. Dans quel livre ça? Cavalier de l'orage, voilà, dans 2 cavaliers de l'orage. Et là, on voit toute la sensualité gionienne, parce que ce que décrit Giono, c'est la beauté, c'est le désir de l'aîné par rapport à son cadet, et qui finalement prend toute la place dans la description. C'est une description totalement charnelle, hein. Ce n'est absolument pas... c'est poétique et charnel. Et donc, on voit bien ce désir en place, et là, ça n'a plus rien à voir avec la nature. Donc, c'est la guerre qui a pu... Oui. Quel rôle a-t-elle eu? En quoi ça a pu transformer son regard sur l'homme, sur l'humanité? Il voit l'homme comme un monstre permanent, hein, étant donné qu'il en a subi lui-même, il a fait la guerre de 14-18, donc... il a été accusé... il a été accusé de... Donc, comme il a été complètement... utilisé finalement. Hein. Et cette forme d'utilisation, parce qu'il a même été emprisonné, il a été, on l'a mis sur la liste noire des écrivains, donc ça a marqué complètement sa personnalité, et il a vu l'homme sans arrêt avec une figure de Janus, l'apparence d'un côté et la réalité de l'autre. Il n'avait plus du tout la notion d'une réalité lumineuse, mais dans le Roi sans divertissement, dans un Roi sans divertissement. Mais c'est vrai que c'est une très belle œuvre, très énigmatique d'ailleurs, quand on comprend là c'est frappant. Donc la préface de mon essai, c'est justement Isabelle Rachel Casta qui m'a fait l'honneur de faire la préface, et elle, justement, le Roi sans divertissement qu'elle apprécie particulièrement. Le Roi sans divertissement, c'est un commandant de louveterie qui va se mettre à la poursuite
d'un assassin, et il va finir, en faisant court, il va finir par devenir aussi, va avoir ses pulsions criminelles comme l'assassin, mais il va se mettre une cartouche de dynamite dans la tête pour éviter de devenir un criminel. Mais on sent, au cours d'un son divertissement, à quel point il y a une tentation du crime, progressivement, au fur et à mesure de l'évolution du personnage. C'est même quelqu'un qui n'est pas féru de psychanalyse va voir quand même les doubles. Hein, moi, je parle de figure de Janus. Et quand vous avez, par exemple, si je fais la démonstration avec les deux cavaliers de l'orage, ce frère aîné qui est magnifique, qui essaye d'apprendre à son cadet à monter à cheval, et puis progressivement, on voit au départ simplement un rapport entre deux frères qui essayent l'aîné qui essaye d'éduquer le cadet. Mais progressivement, on va rentrer dans le sombre parce que l'aîné va tomber littéralement amoureux de ce cadet, parce qu'il est beau, parce que c'est le dieu, c'est un dieu vivant, hein, et à la fin, bien sûr, comme il ne peut pas y avoir deux dieux, dans un combat d'une cruauté et d'une sensualité extrême, il finit par tuer son cadet et par se donner la mort, parce que bon, c'est bien évidemment pas supportable de tuer son cadet. Comme Langlois, en fait, qui Langlois dans Un roi sans divertissement. Voilà, un roi sans divertissement. Langlois, il s'aperçoit qu'il est tenté lui aussi par la mort. Oui, il est tenté, là, oui. En fait, c'est cette sorte en fait, que montre mon essai, c'est la manière dont Giono va nous faire entrer dans le sombre, tranquillement, et on va comprendre comment ça peut se faire. Bien sûr, c'est imprégné de psychanalyse lacanienne, parce que c'est issu de ma deuxième thèse que j'ai soutenue avec Julia Kristeva, qui est psychanalyste, qui est professeur d'université à Denis Diderot, mais même sans avoir de notion de psychanalyse, on va sentir toute cette ambiguïté. C'est ça qui est finalement mise en valeur dans cette essai. Et c'est vrai que dans une œuvre de Giono dont je parle dans ce deuxième essai, Edmonde et autres caractères. Edmonde, elle, c'est une femme forte. Eh bien, on s'aperçoit tranquillement qu'elle a tué tous ses maris. Mais ça se dit tranquillement. Elle les tue les uns après les autres. Et finalement, à la fin de sa vie, elle trône sur une chaise roulante, parce qu'elle est très âgée. Et puis, tous ses enfants sont autour d'elle, et on sait qu'elle a liquidé tous les maris derrière elle. Voilà, tranquillement, sans jugement. En fait, Giono ne porte pas de jugement, il fait des portraits monstrueux. Alors, en fait, l'intérêt de faire une thèse avec Julia Kristeva, c'est qu'elle m'a permis de mettre tout en relation. Donc, tout ce qui est philosophique, aussi la peinture, notamment par rapport à Frida Kahlo, le monstre, mais un monstre dominant qui s'assume, avec la chaise roulante. Elle est, bien sûr, elle a la colonne vertébrale brisée, elle est sur sa chaise roulante, mais elle s'assume en tant que peintre, et elle s'assume en tant que femme. Donc ça, c'est pour Edmonde, bon, elle a tué personne, Frida Kahlo, fort heureusement, mais c'est pour montrer finalement une maîtresse femme, quel que soit l'aspect monstrueux que l'on peut avoir pour des tas de raisons. Et au niveau de la peinture, je parle aussi de Francis Bacon, et également finalement, comment dirais-je, de Van Gogh. De Van Gogh, parce que Van Gogh, c'est aussi une certaine forme de peinture en relation avec la mort. Notamment, il y a un tableau de Van Gogh où on voit un chemin qui s'arrête. Et là, ça me fait penser à justement l'aîné des deux frères, où à un moment donné, la vie a refusé d'aller plus loin. Et chez Van Gogh, on a un chemin qui s'arrête net. Et là, on a les corbeaux. Hein, c'est le champ de blé au corbeau. Le champ de blé au corbeau. Donc, on a le chemin qui s'arrête net, et les blés et les corbeaux, la mort. En gros, symboliquement, un psychopompe, donc forcément, c'est ça. Donc, en fait, ce que je fais, j'ai du mal à faire quelque chose de court, que vous soyez un petit peu normalement tenté par mon bouquin. Bon, moi, nous l'avons présenté. Ensuite, ceux qui veulent le prendre peuvent le faire dédicacer. Je remercie Christine. Avant d'aller plus loin, parce que oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Très bien.
pas encore.